Depuis le début de l'année 2025, l'Ukraine a frappé pas moins de 10 dépôts et raffineries de pétrole en Russie et une centaine en tout depuis septembre 2023. Ce sont des attaques par drone qui affaiblissent peu à peu l'industrie pétrolière russe. Résultat, selon Bloomberg, le transit par le port de Ust-Luga, qui est dans la région de Saint-Pétersbourg, a été brièvement interrompu, ce qui est majeur puisque environ 20% des exportations de pétrole transitent par ce port. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on s'intéresse à cette stratégie ukrainienne et à ses implications et où on la remet dans un contexte plus large puisque par effet de miroir, les infrastructures énergétiques ukrainiennes elles vont bien mieux que ce qu'on craignait, mais dans le même temps, il faut aussi se poser la question de savoir comment est-ce que cette stratégie ukrainienne s'inscrit dans celle de Donald Trump, qui est de faire baisser les cours internationaux du baril. Donc ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu se multiplier les attaques ukrainiennes contre des dépôts et des raffineries de pétrole à travers la Russie, et à chaque fois on en retire des images très impressionnantes, parce que évidemment, du pétrole qui brûle, eh bien c'est très cinématographique. Je vous passe à titre d'exemple cette vidéo, elle date du 29 janvier, et c'est une raffinerie dans la région de Nijni Novgorod qui part en flammes. C'est la 4e raffinerie de Russie qui traite chaque année environ 15 millions de tonnes de brut et qui produit du diesel, du kérosène, de l'essence et d'autres produits dérivés du pétrole qui font tourner l'économie. On est toujours dans le flou concernant le nombre exact de drones qui sont utilisés pour constituer ces essaims à partir de l'Ukraine et mener ces attaques. Mais étant donné qu'une raffinerie c'est par définition réparti sur un espace très vaste, pour qu'un feu dans un réservoir ne fasse pas exploser toute la raffinerie, eh bien on peut juste imaginer le nombre de drones qu'il a fallu pour obtenir les images que je viens de vous passer. Cette raffinerie dans la région de Nijni Novgorod, elle est à environ 800 km des frontières ukrainiennes, ce qui donne aussi une idée de la puissance et de la portée des drones que l'Ukraine a développés depuis 2022. Et maintenant, il y a certains modèles qui atteignent même 2000 km de portée. Et d'ailleurs, je remarque au passage que ces attaques, elles se font avec des drones de fabrication ukrainienne et non pas avec des missiles balistiques occidentaux. Et puis aussi, ces attaques de drones, ça donne une idée des lacunes des systèmes de défense antiaérien russes. Bon, ça, évidemment, on comprend les difficultés pour les Russes de mailler un territoire aussi vaste, et puis il faut toujours rappeler que les Ukrainiens, ils ont aussi de sérieux problèmes en ce qui concerne la défense antiaérienne, mais là, en l'occurrence, les critiques concernant l'ADCA russe, elles ne viennent pas de moi, mais elles viennent des blogueurs militaires, des 1000 blogueurs russes, et aussi de certains propagandistes, par exemple Vladimir Soloviev, qui s'emporte régulièrement sur la question. Donc je ne vais pas ici dresser une liste des cibles qui ont été atteintes par les Ukrainiens, mais il suffit de regarder cette carte pour avoir une idée assez précise. Les points jaunes, ce sont les dépôts de pétrole, et les points bleus, ce sont les raffineries. Donc comme j'ai dit en introduction, c'est une centaine de dépôts et de raffineries qui ont été touchés depuis septembre 2023. Certaines cibles ont été atteintes plusieurs fois, ça rentre aussi dans le calcul. Mais tout cela, ça a deux effets principaux. Le premier, c'est que ça met du baume au cœur des Ukrainiens, puisque évidemment, ça vient dans un contexte où les nouvelles du front ne sont pas bonnes, que les perspectives d'un accord de cessez-le-feu négocié ou imposé par Donald Trump restent encore assez incertaines, que à travers le pays, un certain nombre de programmes sociaux, humanitaires, économiques, agricoles sont interrompus à cause de la suspension des programmes d'assistance américains, et puis aussi que le pays a encore été secoué ces derniers temps par plusieurs scandales de corruption retentissants. Et donc évidemment pour les Ukrainiens, découvrir ces vidéos au matin de raffineries qui partent en flammes pendant la nuit, eh bien ça met du baume au cœur. Et en particulier quand les Ukrainiens comparent les destructions infligées à l'industrie pétrolière russe à l'état de leurs propres infrastructures énergétiques. Puisque vous vous rappelez, on redoutait que cet hiver soit le pire depuis 2022, mais en fait le réseau a relativement bien tenu, et par exemple à Kiev, il n'y a plus ces coupures de courant quotidiennes que l'on avait il y a encore quelques semaines. Donc ça c'est dû à plusieurs facteurs, je les mentionne très rapidement. D'abord que après les vagues de destruction de l'été et de l'automne 2024, eh bien les réparations elles ont été assez efficaces. D'autre part que les températures cet hiver elles sont exceptionnellement élevées. Là ces derniers jours on a presque eu 10 degrés à Kiev ou encore à Lviv, bon ce qui est assez ridicule et puis assez préoccupant par rapport à la thématique du réchauffement climatique, mais bon ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, des températures relativement élevées, et bien évidemment, ça met moins de pression sur le réseau énergétique. Et puis aussi, il y a eu tout simplement moins de frappes russes sur les infrastructures énergétiques ces dernières semaines. Il y a toujours des bombardements et des raids de drones quotidiens qui sont meurtriers. On l'a encore vu avant-hier à Soumy. Une attaque contre un immeuble résidentiel a fait 9 morts. C'était des civils qui ont été surpris dans leur sommeil. Mais sur les infrastructures énergétiques du pays, il y a moins de frappes qu'il y a quelques temps.
temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de nouvelles dans les prochains jours, puisque si les Russes tirent moins de missiles balistiques et de croisières, eh bien ça veut dire qu'ils se constituent des réserves, mais à l'instant où je vous parle, eh bien le réseau énergétique ukrainien se porte relativement bien. Donc ça c'est le premier effet, c'est de mettre du baume au cœur des Ukrainiens en constatant les destructions en Russie. Le deuxième effet majeur, c'est que évidemment ça nuit à la Russie. Ça complique l'organisation de l'arrière, donc évidemment le ravitaillement des troupes sur le front, mais aussi d'autres circuits logistiques, et globalement ça affaiblit l'industrie pétrolière russe. Alors à quelle échelle et avec quels effets sur la durée, ça c'est extrêmement difficile à évaluer, puisque évidemment les Russes ont de la marge, et d'autre part ils réparent ce qui est détruit, mais si on regarde l'image globale, eh bien on voit que ça nuit à un secteur des hydrocarbures qui est déjà assez mal en point, alors qu'avant 2022 c'était la principale source de rentrée financière pour l'État russe. Ce mauvais état, il est dû évidemment aux destructions, mais aussi à la baisse de la demande européenne en gaz et en pétrole, à l'arrêt du transit de gaz par le territoire ukrainien, je rappelle que c'est quand même un manque à gagner de 5 milliards de dollars par an, et puis aussi des sanctions occidentales, notamment les dernières sur la flotte fantôme russe, et donc qui gênent les capacités de mouvement de navires pétroliers qui distribuaient du pétrole russe à l'international malgré les sanctions. Donc tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles pour la Russie, et par extension, ce sont des bonnes nouvelles pour l'Ukraine. Ce n'est pas ça qui va mettre la Russie à genoux, et ce n'est pas ça qui va décider du futur de la guerre, mais ça rentre dans le cadre de ce conflit d'attrition que se mènent l'Ukraine et la Russie, dans lequel chaque camp tente d'épuiser petit à petit les capacités de l'adversaire. Bon après évidemment on peut s'interroger sur la pertinence et sur la finalité de cette stratégie. Pourquoi les infrastructures pétrolières et pas des infrastructures de transport ou de communication par exemple? Mais aussi, et je vais terminer par là, on doit aussi s'interroger sur la durabilité de cette stratégie, parce que si l'Ukraine frappe ses infrastructures pétrolières, eh bien ça gêne les exportations russes, comme on l'a vu par exemple avec la suspension des activités au port de Ust-Luga, et donc ça diminue l'offre de pétrole à l'international, et donc ça fait monter les prix. Et Donald Trump, qui a pris ses fonctions il y a 11 jours, il est dans une logique tout à fait inverse, qui est d'augmenter la production pétrolière des États-Unis et de demander à l'OPEP de baisser les prix de ses barils pour faire baisser les cours internationaux, pour diminuer les rentrées financières russes et donc pour avoir un moyen de pression supplémentaire sur le Kremlin. Et donc il est tout à fait probable que le président américain demande à l'Ukraine ou exige de Kiev l'arrêt de cette stratégie. L'administration Biden avait déjà beaucoup critiqué Kiev pour ses attaques sur les infrastructures pétrolières russes, mais ça n'avait pas mené à un arrêt de cette stratégie. Et donc il faut voir dans les prochains jours si jamais ce que l'Ukraine considère comme un succès ne va pas venir embrouiller la relation entre Kiev et Washington. C'est-à-dire encore un sujet à suivre et à intégrer dans l'analyse des multiples facettes de cette guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.